Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera une fois encore question de l'affaire Hervé Bobda. L'affaire Hervé Bobda continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile, et les pseudo-témoignages, je préfère parler comme ça, à charge contre ce compatriote ne cesse de fuser. Et l'exercice auquel nous allons nous a donné au cours de cette édition de la chronique de MBT, c'est de décrypter le témoignage de la femme enceinte dont on dit qu'elle aurait été iolée par le sieur Hervé Bobda. Bon, c'est vrai que la dernière fois, lors de la dernière édition de la chronique de MBT, j'en avais parlé pour justement estimer que c'était un témoignage qui, ma foi, ne tenait pas la route. Et après avoir réécouté le témoignage de la dame qui a été fait sous forme de vidéo, parce que la première fois, c'est l'activiste Nzui Manto qui ne faisait que déclamer le témoignage écrit qu'il a reçu de la dame. Bon, et cette fois-là, elle a envoyé une vidéo à travers laquelle elle fait son témoignage. Et je suppose, je ne certifie, c'est-à-dire je ne suis pas certain, je ne suis pas formel, que c'est suite à la récente édition de la chronique de MBT qu'elle a décidé donc de réagir. Oui, qu'elle a décidé de réagir. Elle a donc fait ce témoignage et nous allons le décrypter tous ensemble, parce que même ce témoignage-là pose énormément de problèmes au bon sens et à la vraisemblance. Il faut le noter. Alors, nous allons donc commencer, comme disait feu Jean-Michel Cancan, le comédien camerounais, par le commencement. On écoute. Bonjour à tout le monde. Je suis la dame qui a fait le témoignage chez Jumanto, la dame qui a été violée. Je fais ce témoignage en vidéo, mais je choisis délibérément de cacher mon visage parce que ma famille n'est pas au courant de cela. Madame, je vais d'abord commencer par te couper. Quand on est dans la vérité, quand on est sincère, on a subi une injustice, on ne témoigne pas derrière un rideau noir. C'est-à-dire que tu te présentes, on voit ta face. Parce que quand tu dis que tu as été iolée étant enceinte, et que voilà, tu t'es retrouvé à l'hôpital, au cas de Nkondongo, et puis, je sais pas moi, à l'hôpital, c'était quoi encore là, l'hôpital de la Caisse, etc. Il faut justement que tu sois sincère en t'affichant pour que le personnel soignant qui t'a pris en charge ce jour-là te reconnaisse et confirme que effectivement, cette dame-là, elle était dans nos services à telle année, à telle date. C'est-à-dire qu'il faut même que ta famille te reconnaisse. Il faut que les membres de ta famille te reconnaissent et confirment qu'effectivement, voilà notre soeur, voilà notre cousine, voilà notre fille, voilà mon épouse, elle a subi ceci, elle a subi cela. Il faut que les personnes de ton entourage, les gens qui te connaissent, te reconnaissent à travers ta vidéo. Quand tu choisis de te cacher derrière un rideau noir, ça veut tout simplement dire que l'exercice auquel tu vas t'adonner au cours de ton témoignage, c'est
le mensonge. Ça veut dire que tu t'apprêtes à mentir. Parce que si tu étais dans la vérité, tu allais te montrer. Tu allais montrer ton visage. De telle sorte que les membres de ta famille, les personnes qui t'ont porté secours le jour où tu as eu ce que tu as eu, je sais pas moi, en Gousso ou à Essos, ou je sais pas où, te reconnaissent qu'effectivement, donc, les personnes que tu as rencontrées ce jour-là doivent te reconnaître qu'effectivement, voilà, la dame là, elle est en train de dire la vérité. Le personnel qui t'a accueilli dans les différentes structures hospitalières qui t'ont reçu doivent également te reconnaître, se rappeler de toi à travers ta vidéo. Quand tu choisis de témoigner sous anonymat, ça veut dire que tu es en train de mentir. Et pour un début, ce n'est pas une bonne chose. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Personne autour de moi, mis à part une personne à qui je me suis confiée il y a quelques jours de cela. Donc... Attendez un peu, attendez. Il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà une dame qui vient nous dire que Hervé Boabdallah l'a iolée pendant qu'elle était enceinte. C'est-à-dire que il l'a iolée en présence de ces groupes-là. Mais comment se fait-il qu'elle ait subi un truc de ce genre et elle n'en a pas parlé aux membres de sa famille? Je me pose la question de savoir que les membres de la famille qui sont venus l'assister à l'hôpital ne lui ont pas posé la question que de savoir que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? On continue, mesdames et messieurs. Déjà, avant de commencer mon témoignage, je vais dire ceci. C'est l'être humain, en fait, qui pousse la victime à ne pas porter plainte. Parce qu'on s'arrange à toujours victimiser la victime. Et on sait déjà, pour nous qui avons vécu ce genre de choses, on sait déjà que lorsqu'on va aller porter plainte, les premières questions seront: pourquoi tu es allé? Qui t'a demandé de partir? C'est parce que tu voulais. C'est ceci, c'est cela, c'est toi-même qui as cherché. C'est ce genre de choses qu'on évite. Ah non, 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 madame, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Tu es en train de justifier, tu es en train de vouloir justifier le fait de n'avoir pas porté plainte après avoir subi ce que tu as subi. En fait, tu es en train de vouloir, je sais pas comment expliquer ça. Puisque ce que comme je l'ai dit au début, tu es en train de mentir, tu es en train de raconter n'importe quoi. Bon, maintenant, pour donner à ton récit une once de vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu justifies le fait de l'absence de plainte par le fait que non, c'est très courant, que tu te justifies par cette généralité-là, que non, vraiment quand des situations de ce genre arrivent et que tu décides d'aller à la police ou à la gendarmerie pour porter plainte, voilà, on te dit que oui, c'est toi qui as cherché, et puis ceci, cela. Porte d'abord plainte. Porte plainte, on enregistre, c'est-à-dire qu'on reçoit ta plainte et puis on appose la mention courrier arrivé. Tu rentres avec la copie de la plainte. Maintenant, libre maintenant aux enquêteurs de donner suite à ta plainte. Mais il faut d'abord porter plainte. Aussi simple que ça. Donc arrêtez-nous les histoires que non, oui, si nous n'avons pas porté plainte, c'est parce que généralement, on évite d'être confronté aux reproches qui nous sont faits, dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie, comme quoi, oui, c'est nous qui avions cherché, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas... Porte d'abord plainte. Maintenant, même s'il n'y a aucune suite après, tu auras déjà au moins signalé cela auprès des autorités. Ça ne tient pas debout tout ça. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Donc, quand on arrive à Mbousso, il y a une maison MTN. Je crois que c'est avant, comment on appelle ça?
Le Cansonel, il y a un Cansonel là. Il y a une rue qui descend quelque part par là. Je me souviens quand même. C'était quelque part là. On va dans une grande maison là. Quand on entre, il garde le véhicule. Il me dit ses amis sont à l'intérieur. J'entre et il y avait 2 personnes à l'intérieur. Et puis, il a fermé la porte. Et directement, j'ai entendu les chiens qui aboyaient dehors. Je dis, mais non, tiens. Je demande pourquoi est-ce que tu fermes la porte? Il me dit, non, on a relâché les chiens et tout. Les chiens sont affamés. Je dis, mais pourquoi vous relâchez les chiens en journée pourtant? Alors, la dame dit que elle a rencontré Hervé Bobda à Bastos et que ce dernier lui a miroité des opportunités d'affaires parce que elle, selon son témoignage, elle fait dans la vente en ligne. Voilà. Bon, maintenant, j'ai un problème avec ce qu'elle vient de dire. Donc, c'est-à-dire que qu'Hervé Bobda l'a entraîné dans une maison, dans une résidence du côté du quartier Ngousso, je crois. Et elle dit que quand elle est entrée, quand ils sont entrés avec Bobda, elle a entendu le chien aboyer. Et Bobda lui a dit non, on a lâché les chiens, donc on les a déchaînés, quoi. Bah, je me pose la question de savoir que, mais est-ce que ces chiens-là, ils ne sont pas venus vous attaquer, puisque selon la dame Hervé Bobda, lui a dit qu'on a lâché les chiens. Est-ce que ces chiens-là ne sont pas... Et d'ailleurs, même, il y a un truc qui me pose problème dans ce témoignage. Cela s'est passé à quelle date précise? Voilà pourquoi moi, j'ai toujours souhaité que tous ceux qui viennent là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, faire des témoignages là, il faut rencontrer les hommes de médias aussi. Il ne faut pas vous contenter des activistes. Contactez aussi les hommes de médias. Si vous êtes sûr que ce que vous dites est vrai, contactez les hommes de médias. Venez avec vos éléments de preuve. Racontez de manière circonstanciée avec des dates précises, des lieux précis. Quand elle dit oui, Cansonel, je sais que le Cansonel c'est à Essos. Le Cansonel c'est à Essos, c'est pas en Ngousso. Bon, sauf si elle veut parler de transformateur Ngousso. Parce que je sais qu'il y a un transformateur en Ngousso, pas très loin de la station Total, là, sur la route de Soala. Il y a un transformateur. Peut-être que c'est de ça qu'elle veut parler. Et elle parle de Cansonel. Parce que moi, je sais que le Cansonel, pour ceux qui connaissent Yaoundé, c'est à Essos. C'est pas en Ngousso. C'est vrai que Ngousso n'est pas si loin que ça. Mais à Yaoundé, là, quand on parle de Cansonel, c'est à Essos. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Je sais, ils sont en famille, tu peux les nourrir. Moi, je disais ça dans le sens de la blague. Il a commencé à changer. Son visage gentil, innocent, tout ça, ça a changé. Il est venu, il commence à me toucher. Je lui dis, mais Junior, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me touches et tout? Il me dit, tu la fermes. C'est ce qu'il m'a dit, tu la fermes. Tu es ici chez moi et je fais de toi ce que je veux. Je lui dis, pardon. Il me dit, c'est comme je te dis. Je fais de toi ce que je veux. La première des choses que je lui ai dit, j'ai dit, moi je pensais d'abord au fait que peut-être il voulait me tuer. Je lui ai dit, Junior, s'il te plaît, aie pitié de moi. J'ai des enfants et je suis enceinte. S'il te plaît, aie pitié de moi. Il me dit, t'inquiète, je vais rien te faire de mal. J'ai juste envie de m'amuser avec toi. Je dis, mais t'amuser comment? Qu'est-ce que tu veux? Il vient, il me touche encore à la poitrine. Quand je l'ai repoussé, il m'a giflé 2 fois. Donc, j'ai de gifles que vous voyez dans les films là, quand il gifle, après il y a le revers. Il m'a giflé. Avec le revers, il est revenu sur la 2e jour. Je suis directement tombée sur le canapé derrière moi. J'ai commencé à pleurer. Il est venu, il a enlevé son arme, il a posé sur la table. Quand il a posé l'arme sur la table, mon sang s'est glacé. Mais attendez un peu, on est même dans quel scénario qui n'en est tête ni queue?
Voilà une femme enceinte qui a un mari, je suppose, elle a des enfants. Elle se retrouve dans un endroit où elle est forcée à faire un certain nombre de choses avec un homme qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Parce que toutes ces filles qui viennent témoigner là, moi, elles ont une seule chose en commun. Hein. C'est que un monsieur que vous ne connaissez pas, il vous aborde et puis facilement comme ça, vous répondez à ces rendez-vous. Il vous dit allons chez moi. Vous aussi, vous y allez. Et puis, il vous fait des trucs d'après votre récit. Et puis, vous restez tranquille. Vous n'en parlez à personne. Pourtant, vous dites qu'il vous a menacé à l'aide d'une arme à feu et tout. Vous restez tranquille, sans rien dire. Vous n'en parlez ni aux membres de la famille, ni à vos copains, ni à vos copines. Rien. Rien. Et les gens viennent justifier ça en disant que non, vous savez, les victimes des IOL ont honte de parler. Ou c'est, je ne sais, 100 personnes qui viennent témoigner que oh, j'ai été violé. Donc, il n'y a même pas 10 ou 20 là qui peuvent témoigner à visage découvert, qui sont capables de rédiger une plainte à bonne et due forme et de déposer auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie le plus ou la plus proche. Mais qu'est-ce qu'on veut même nous faire avaler comme ça? Qu'est-ce qu'on veut nous faire avaler comme ça? Celle qui témoigne là, elle dit que non, machin. Donc, madame, je peux vous poser une question. Donc, avec tout ce que vous avez commencé à vivre là, de la part d'Hervé Bobda, donc vous n'avez pas crié à l'aide pour que les voix... Bon, je ne sais pas où exactement, c'est-à-dire quelle était la situation de cet immeuble, ou je ne sais pas moi, de cette villa ou appartement dans lequel vous vous trouviez. Mais à cet endroit-là, il n'y avait pas des voisins que vous devriez ameuter. Ou alors c'est parce que vous avez vu une arme, vous avez eu peur et puis vous étiez obligé de céder à ces caprices. C'est ça? Donc vous n'avez pas pu alerter les voisins pour que les voisins, vous n'avez pas pu crier, protester vigoureusement de manière à ce que les voisins puissent intervenir. Vous ne l'avez pas fait. Et vous voulez qu'on avale vos choses là facilement comme ça? Vous trouvez même que vos histoires là même ça tient debout, ça tient la route? Ah, on continue la suite, mesdames et messieurs. Il est venu. C'est là où il dit donc aux deux autres, allez attendre autour dans la chambre. Je suis le président. Je ne peux pas oublier ce mot. Je suis le président. Je commence en premier. Ils sont allés. Il a commencé à me toucher. Pas dit qu'il n'a pas fait, il m'a pratiquement pénétré. Ce qui m'a sauvé en fait, c'est que j'ai perdu les os. Dans ce stress, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os, je pense, il était à l'intérieur de moi. Quand j'ai perdu les os, il est directement ressorti. Et il m'a dit, je l'ai souillé avec ma merde. Bon, avant ça, j'ai eu des menaces. Hein. Si tu ne t'exécutes pas, je vais te tuer. Ta famille n'entendra plus jamais parler de toi. Tes enfants ne te reverront plus jamais. Personne ne va te chercher. Personne ne pourra jamais rien me faire. Et tout. Donc, après ça, il a appelé son sbire. Son sbire est venu me prendre. Il a demandé d'aller me jeter hors du portail. Quand je suis sortie, il était autour de 19h30 par là. Quand je suis sortie, excusez-moi, c'est... Donc, quand il m'a laissé dehors, j'avais tellement honte. Je n'ai même pas pu raconter à quelqu'un. J'ai vu un taxi qui passait, j'ai stoppé le taxi et je lui ai dit...
Mais madame, vous dites que après avoir subi tout ce que vous avez subi dans cet appartement au quartier Ngousso, le Hervé Bobda vous a jeté de joint, il a demandé à un de ses sbires, ça ce sont vos mots, de vous jeter hors de la construction, hors du portail. Mais maintenant, une fois hors du portail, est-ce qu'il n'y avait pas des gens, des passants aux alentours qui vous ont vu dans un état déplorable? Vous-même, vous avez dit que pendant qu'il vous faisait la chose là, il y a du liquide qui a commencé, vous avez perdu des os. Ça, ce sont également vos mots. Ça veut dire que vous étiez toutes mouillées et dans un état assez déplorable. Oui, puisque vous avez été iolé. Bon, maintenant, monsieur Bobda, après avoir commis cet acte horrible, entre guillemets, vous jette donc dehors. Bon, moi, je m'attendais à entendre quelque chose du genre, il y a des passants, j'avais tellement mal, et puis, il y a un monsieur ou une dame qui est venu vers moi et elle m'a posé la question de savoir que, mais madame, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, pourquoi vous êtes dans cet état? Hein, je vois partout, vous êtes mouillé entre les cuisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'attendais à un truc de ce genre. Mais vous dites que non. Quand il vous a jeté dehors, allez, vous aviez honte d'en parler aux gens. Peut-être, mais maintenant, est-ce que les personnes que vous avez sans doute rencontrées, après avoir été jetées dehors, ne vous ont pas vu dans... Est-ce que les personnes qui vous ont vu dans cet état ne vous ont pas posé la question de savoir que, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous étiez en train d'aller prendre le taxi? Donc vous voulez dire que quoi? Que vous marchiez normalement, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui n'a absolument rien subi de ce qui ressemble à un iol. Excusez-moi, quand je dis iol, je ravale la première consonne que vous connaissez là. Parce que pour éviter l'algorithme de YouTube. C'est comme ça que je procède. Donc vous voulez dire que vous avez seulement pris le taxi et puis voilà. Toutes les personnes qui attendaient le taxi auprès de vous là ne vous ont pas vu dans votre état là, imbibé de liquide au niveau des cuisses. Et ces personnes ne vous ont pas posé la question que, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes dans cet état? On continue, mesdames et messieurs. Je suis en train de perdre les os. S'il te plaît, accompagne-moi dans un hôpital. Accompagne-moi à la casse d'un Kondongo. C'est pas pour ceux qui connaissent la casse d'un Kondongo. J'avais tellement honte. Je n'ai même pas pu raconter à quelqu'un. J'ai vu un taxi qui passait, j'ai stoppé le taxi. Je lui ai dit, je suis en train de perdre les os. S'il te plaît, accompagne-moi dans un hôpital. Accompagne-moi à la casse d'un Kondongo. C'est pas pour ceux qui connaissent la casse d'un Kondongo. C'est l'hôpital de, je crois, Monseigneur Jean-Zois, en Kondongo, des sœurs. J'ai pris tellement, je perdais les os. On s'est arrêté quelque part, il a acheté un plastique. Le chauffeur, en fait, il a acheté un plastique des rayés bleus, là. Il a mis sur mon siège parce que je mouillais le siège. Pour que je m'asseye. Nous sommes arrivés à la casse. À la casse, on nous fait comprendre. Il n'y a pas de couveuse. C'est-à-dire que voilà une femme enceinte qui dit qu'elle a été iolée. Après l'avoir iolée, on l'a pris, on l'a jeté dehors. C'est-à-dire que entre ces cuisses-là, c'était tout mouillé. Elle prend le taxi. Elle dit qu'elle a eu honte de raconter ce qui lui est arrivé. Mais maintenant, est-ce que le chauffeur, la voyant dans cet état, ne lui a posé aucune question? Que, mais madame, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire que quelqu'un l'a entraîné dans une maison, l'a iolé, l'a menacé de mort, et puis elle reste tranquille. C'est-à-dire que tous ces témoins-là ont une chose en commun. Et pour moi, ça ne passe pas, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Tu ne peux pas avoir été menacé de mort. Tu fermes ta bouche.
C'est-à-dire que tu as reçu les menaces d'un inconnu. Ça pouvait même être des bandits, donc des braqueurs. Ça pouvait être des... Je sais pas moi. Ça pouvait être que non, tu as été agressé par des bandits. Tu pensais avoir affaire à quelqu'un, je sais pas moi, un partenaire d'affaires, alors que c'était, je sais pas moi, un ioleur en série, un truc de ce genre. Et un taxi te prend, dans le taxi, madame, dans le taxi qui vous a pris là, si je m'en tiens à votre récit, le taxi qui ne vous a pas posé la question de savoir que, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il n'a pas cherché à comprendre ce qui s'est passé. Vous trouvez qu'il y a même une logique dans votre récit là? Vous trouvez qu'il y a une logique à ça? On va écouter la suite, mesdames et messieurs. Il me demande d'aller à l'hôpital central. Sincèrement, moi j'ai une peur panique de l'hôpital central avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux publics. J'ai dit non, je vais pas à l'hôpital central. Je lui ai dit allons à l'hôpital de la Caisse. Et écoutez alors les choses. Voilà alors notre belle dame enceinte qui a été iolée par Bobda. Elle arrive au cas de Nkondongo, que je connais parfaitement puisque c'est presque mon quartier à Yaoundé, où je vivais avant que je ne parte du Cameroun. La première chose qui préoccupe quelqu'un qui vient d'être iolé, une femme enceinte, c'est la présence des couveuses. C'est la présence des couveuses à l'hôpital. Même pas la présence d'une sage-femme ou alors d'une gynécologue. Elle dit que non, c'est la présence des couveuses. Frère, vous trouvez que c'est logique tout ça? Ça vaut vraiment le détour. Allez, on continue la suite, mesdames et messieurs. C'est comme ça, on va à l'hôpital de la Caisse. Quand j'arrive à l'hôpital de la Caisse, on prend mes paramètres. J'appelle le père de l'enfant, je lui dis voilà, je suis à l'hôpital, ramène-moi un tabac. Ça ne va pas, je suis en train de... J'ai perdu les os à la réunion. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il va découvrir la vérité, peut-être s'il reconnaît ma voix et s'il regroupe les faits. Je viens me retrouver à l'hôpital de la Caisse. Lui-même, je crois, à l'époque, il était aussi à une réunion, je crois bien. Il est allé à la maison, il a pris un cabas. Il est venu me trouver à l'hôpital. À l'hôpital, donc après les premiers examens, on me dit, l'enfant, j'ai déjà, la poche des os est déjà ouverte, mais ils ont appelé ça comment? Les chances de survie, en fait, de l'enfant sont trop faibles si j'accouche directement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de maintenir l'enfant le plus longtemps possible dans mon ventre. Parce que tant qu'il est dans le ventre, il a plus de chances de continuer son évolution. C'est là où on me fait comprendre à l'hôpital qu'il est préférable d'accoucher un enfant. Qu'est-ce que je dis? Quand j'arrive à l'hôpital, j'ai déjà entamé, ça on me fait comprendre que j'ai déjà entamé le 7e mois. Donc c'est à l'hôpital en calculant qu'ils me font comprendre en fait que j'ai déjà entamé le 7e mois. Donc il m'explique donc que il était plus l'enfant, si j'avais eu ce cas à 6 mois, l'enfant aurait été plus viable qu'à 7 mois. Parce qu'à 7 mois, il a entamé la dernière phase de sa, je ne sais pas comment je vais appeler ça, je peux dire sa construction, quoi. Donc, c'est une deuxième phase qu'il a déjà entamée, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Ma mère ne voulait même pas entendre ça, ma mère disait, faites accoucher ma fille, faites accoucher ma fille. Voilà. Voilà donc une femme enceinte. Elle se retrouve donc au cas d'un Nkondongo. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'elle nous dise, par exemple, que soit la gynécologue, soit, je sais pas moi, la sage-femme a décidé de m'examiner et que, je sais pas moi, en jetant un coup d'œil au niveau de mon truc là, elle a constaté qu'il y avait quelque chose, que soit le truc a reçu un corps étranger ou alors
je sais pas moi, il y a eu une certaine énétration. Quand je dis énétration, vous savez de quoi je parle, et tout, et tout, et tout. Bref, je m'attendais à un truc de ce genre. Bon, maintenant, je ne sais pas si pendant que Bobda faisait ces trucs, il y a le liquide blanchâtre là qui est sorti et il a mis ça dedans. Bon, je sais pas, hein, je sais pas. Je sais pas. Donc, ça me paraît quand même un peu bizarre. Et puis, elle parle de son mari qui est venu, de, je sais pas moi, sa maman qui est venue. Et puis, elle ne leur en parle pas. Tandis que j'ai comme le sentiment que, en écoutant cette femme, j'ai comme le sentiment que cette femme qui parle là, elle a accouché normalement, tandis que peut-être elle a accouché prématurément. Hein? Bon, maintenant, elle est en train de jouer un rôle. Genre, il faut attribuer. Bon, maintenant, elle est en train de, je sais pas moi, de grossir un peu le trait, vous voyez. C'est-à-dire que de mettre... bon, maintenant, elle est en train, dans le rôle qu'elle est en train de jouer, à trop prix de mettre, d'insérer le cas Hervé Bobda dans son histoire. C'est-à-dire que de tout faire pour qu'il apparaisse dans le scénario. Et le rôle qu'elle attribue à Hervé Bobda dans le scénario, c'est celui de violeur. En fait, c'est l'idée qui me vient en tête, c'est qu'elle a accouché de façon normale. C'est-à-dire qu'elle a accouché un prématuré, puisque on vous dit qu'elle était déjà à 7 mois. Donc, à 2 mois de, du terme normal d'une grossesse qui est de 9 mois. Alors, donc elle a accouché prématurément, mais maintenant, comme peut-être on l'a recrutée pour, pour jouer un rôle bien précis, et bien, dans le rôle qu'elle incarne, elle intègre, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour intégrer Hervé Bobda dans le scénario. En fait, c'est ce que je pense. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre une femme enceinte. Tu as été menacée à l'arme. Tu as été iolée. Tu as été agressée même. Et puis, une fois à l'hôpital, moi je m'attendais même que, après tout ce qu'elle a vécu là, un passant allait la voir dans l'état où elle se trouvait. Il allait lui demander, mais madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle allait raconter que voilà, j'ai subi telle chose, telle chose, telle chose de la part d'un tel qui se trouve dans ce bâtiment-ci. Et bien, le passant allait directement la conduire au poste de police le plus proche ou à la brigade de gendarmerie la plus proche. Je pense même qu'en Goussola, il y a une brigade de gendarmerie à l'Omnisport, là, si je ne me trompe pas. Quand vous êtes en Gousso, alors il y a une autre brigade même en Goussola, carrément. Je m'attendais à ce qu'elle nous dise ça, que après tout ce qui m'est arrivé, quand je suis sorti de l'appartement, quand on m'a jeté dehors, elle dit qu'on l'a jeté dehors. Donc ça veut dire que forcément c'était à un endroit où il y a du monde et que des gens étaient là aux alentours, ont vécu la scène. Et ces personnes-là l'ont sans doute approché pour chercher à en savoir davantage. Et maintenant, elle leur a tout raconté et ils sont allés voir. Ils ont appelé la police ou la gendarmerie. Je m'attendais à entendre un truc de ce genre. Mais qu'est-ce que j'entends là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pratiquement aucun sens, ça n'a aucune logique. Ça n'a, c'est-à-dire que ça n'a rien qui ait un lien avec la vraisemblance. Je suis désolé. On continue, mesdames et messieurs. Ce qu'on faisait chaque fois, c'était regarder le niveau d'eau. Donc, je faisais les échographies pratiquement chaque jour. Regarder le niveau d'eau. Un moment même, je crois peut-être 3 jours avant. 3 jours après mon arrivée, on m'a fait une échographie où on voyait l'enfant présenter le siège. Ils ont dit, même si je dois accoucher, ce sera par césarienne. Ma mère a dit non. Ma mère arrive à l'hôpital, on a prié toute la nuit. Je dis toute la nuit.
le matin. Et autre preuve que la femme s'y est en train de mentir. Elle était censée être à la réunion, n'est-ce pas? Les réunions des femmes qui se passent souvent les dimanches là. Ça veut donc dire que s'il y a eu rupture de la poche des os, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour les spécialistes de la néonatologie là, dont les histoires de grossesse là, parce qu'il y a rupture des poches des os prématurées quand c'est une grossesse, quand c'est un accouchement prématuré qui est sur le point de survenir, hein? Ça veut donc dire que la rupture de la poche des os là est censée être intervenue pendant qu'elle était à la réunion. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement le taxi qui l'aurait conduit à l'hôpital, mais ce sont les membres de sa réunion là, les femmes là. Au moins 2 ou 3 devraient se retrouver à l'hôpital en train de l'assister. Puisque c'est pendant la réunion que la rupture de la poche des os est censée, avoir eu lieu. C'est logique, non? Puisque dans la tête de son mari, qui est venu à l'hôpital, parce qu'elle a appelé le mari au téléphone, d'après son récit là, dans la tête de son mari, elle était à la réunion et non chez Bobda. Il faut que les choses soient claires. Donc ça veut dire que logiquement, ce sont les membres, au moins 2 ou 3 membres de cette réunion-là, qui étaient censés l'avoir conduit à l'hôpital. Et dans son récit, on a comme le sentiment que le mari ne lui pose pas la question de savoir ce qui se passe. Bon, peut-être qu'il se disait que, ben écoute, peut-être que c'est le moment pour mon épouse d'accoucher d'un prématuré puisqu'on était à 7 mois. Voilà pourquoi moi je ne cesse de dire que en fait cette dame elle a accouché normalement, mais j'ai comme le sentiment qu'on l'a recrutée pour incarner c'est-à-dire que pour raconter un scénario dans lequel elle était censée impliquer à tout prix et à tous les prix Hervé Bob. C'est le sentiment que j'ai. Mais même jusque-là, son récit, le récit qu'elle est en train de faire là, est problématique. On écoute la suite, mesdames et messieurs. On est reparti faire l'échographie et l'enfant s'était miraculeusement retourné et avait donné, je crois que c'était la tête. Il avait mis la tête par le bas, dans la position normale en fait, pour accoucher. Les gens ont jeté ça, mais je ne veux pas trop donner de détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, je veux pas être reconnue en fait. Il y a beaucoup de gens, si je donne des détails, parce que c'est une histoire qui avait un peu fait fort à cette époque. Il y a des gens qui sont connus dans Facebook qui étaient là pour moi. Je ne peux pas donner plus de détails parce que toi-même tu sais que tu es en train de mentir. Aussi simple que ça, tu es en train de mentir. Ce dont je suis sûr, et je le répète, c'est que tu as accouché normalement comme toutes les femmes qui accouchent, soit à terme, soit prématurément. Mais maintenant, tu veux attribuer certaines choses à certaines personnes. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et même en attribuant certains rôles à certaines personnes, tu es en train de fuck up. Ton récit ne tient pas la route, ça ne tient pas debout. Je suis désolé. Je suis désolé. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Donc, beaucoup de gens même venaient dire, ah, ils voulaient même porter plainte à l'hôpital. Pourquoi vous ne la faites pas accoucher? L'enfant va mourir. Des trucs comme ça et tout. Puisque à chaque fois qu'on partait, l'enfant n'avait plus assez d'eau. Mais on disait non, il est viable. Non, il vit, son cœur bat. Donc on écoutait son cœur pratiquement même 4 fois par jour. Attendez un peu les amis, attendez un peu. Donc, au lieu de porter plainte contre celui qui t'a iolé, ton mari porte plainte contre l'hôpital de la caisse qui se bat pour te faire accoucher. Ça a un sens. Ça tient debout ce qu'elle raconte là.
Vous-même, dites-moi en commentaire. Là. Ça tient debout? Ça tient? Tu ne portes pas plainte contre celui dont tu dis qu'il t'a iolé. Tu ne portes pas plainte contre lui. Mais tu portes plainte contre l'hôpital qui se bat pour que tu accouches dans de meilleures ou dans de bonnes conditions. Ça me paraît quand même assez curieux. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Et tout. Finalement, après une semaine, après des bavadages, le docteur décide de me faire accoucher. On m'a placé une perfusion pour provoquer les contractions. Parce que j'avais pas de contractions. Pour provoquer les contractions. L'enfant est né avec 980 grammes. Exactement. Je portais ma main sur l'enfant, sur ma paume de main. 980 grammes. On a mis l'enfant en couveuse. Ayant mis l'enfant en couveuse, c'était tellement douloureux. Parce qu'à l'hôpital de la Caisse, quand vous accouchez, on vous met la néonate. Si je vais à l'hôpital, je peux vous montrer. Même s'ils ont changé, là où se trouve la néonatalité, maintenant je peux vous dire, c'était ici à tel endroit et tout et tout. Donc, on m'envoie en néonatalité. Je dormais à l'hôpital, dehors sur les bancs. On dormait dehors, néonate. Si je vais à l'hôpital, je peux vous montrer. Même s'ils ont changé, là où se trouve la néonatalité, maintenant je peux vous dire, c'était ici à tel endroit et tout et tout. Donc, on m'envoie en néonatalité. Je dormais à l'hôpital, dehors sur les bancs. On dormait dehors sur les bancs. Parce qu'on ne nous permettait pas de dormir dans les chambres des malades, même s'il y avait des lits vides. Si vous vouliez dormir, vous les mamans, il fallait payer pour dormir. Mais il y avait une chambre, une petite chambre où ils avaient mis, je crois, 2 ou 3 matelas par terre, où c'était à remplir les autres mamans qui dormaient là, qui avaient aussi leurs enfants en néonatalité. Donc, nous on dormait sur les bancs, et il y avait les tétés à 6 heures. Bon, je crois que chaque 3 heures, on avait les tétés, si je n'oublie pas. On avait les tétés, donc il fallait être là à chaque fois. Et je crois que la dernière tétée était à 20 heures. Donc, on dormait là sur les bancs, dans les salles d'attente. Après, mon enfant a passé beaucoup de temps. Il y a un truc, les enfants avaient les terres, ils avaient le corps jaune, c'est ça qu'on appelle les terres. C'est comme une cabine UV. On mettait l'enfant là et passait des heures et des heures à l'intérieur, des heures et des heures à l'intérieur. Après une semaine, moi tellement les femmes là m'aimaient là-bas. Elles m'aimaient tellement, 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 tellement elles m'aimaient qu'elles m'ont appelé, elles me disent on voit comment c'est difficile pour toi et tu es déjà éprouvé et fatigué. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer, maintenant chaque jour tu vas rentrer à 20 h après la dernière tétée et tu reviens avant la... Je demande, vous les femmes là, aidez-moi un peu. Un bébé qui est dans la couveuse là, on le fait téter quand même. C'est possible? Un bébé qui est dans la couveuse tète. On lui donne le sein, c'est-à-dire que le lait maternel, on lui donne ça. C'est possible? Sauf si j'ai mal cerné ce qui se dit dans le témoignage. Hein. En fait, c'est ce que moi j'ai cru comprendre ou entendre. Qu'il y avait des tétés, c'est à 6 h, 20 h et que il devait allaiter l'enfant. Un enfant qui est dans la couveuse, quoi. Bah, je sais pas. Bah, on continue. La première tétée à 6 h. Donc j'ai commencé à faire ça chaque jour. Je rentrais à 20 h, je revenais à 6 h. Je rentrais à 20 h, je revenais à 6 h. Ce fameux jour où l'enfant décède, je vous relate tout. Hein. J'ai tous les détails. Ce fameux jour où l'enfant décède, la veille, c'était la finale.
Les Lions jouaient contre je ne sais plus trop quelle équipe, c'était la finale de la CAN. J'étais à la maison. La major m'appelle. Elle me dit maman X, parce qu'on nous appelait par le nom. On appelait nos enfants par nos noms. Donc quand on voulait parler d'un enfant, on dit maman tel. Par exemple, si votre enfant s'appelle... si vous appelez par exemple Marie, on va vous dire maman Marie. Venez, qu'est-ce que je dis? Si votre enfant s'appelle Marie, on va écrire sur le bracelet de l'enfant Marie, et puis on va dire maman Marie. C'est un peu ça. Donc, on m'a appelé et on me dit maman X, l'enfant, ça ne va pas. Elle m'appelle, il est peut-être 3 heures par là. Le père de l'enfant était en train de jubiler la victoire des Lions dehors avec ses frères et ses amis. Elle me dit votre enfant, il a chuté. Il faut que vous rameniez rapidement à l'hôpital. Il n'était même pas 3 heures, peut-être 4 heures. Il faut que vous rameniez rapidement à l'hôpital parce que s'il passe, elle me dit, s'il passe cette journée, c'est qu'il va vivre. J'appelle le papa de l'enfant, il était dans les mouvements et tout. Moi, ne pouvant pas l'attendre, je suis partie, j'ai pris le taxi. Je suis partie, je vous assure. Ce matin-là, il a plu. Il y a d'abord eu un tonnerre. Le ciel est devenu noir. Je dis noir. Il a plu. Je suis arrivée à l'hôpital sous la pluie. Quand je suis arrivée, non, il n'a pas plu. Il a eu un tonnerre, il y a eu un ciel très 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 noir. Mais je ne me souviens plus, mais je ne pense pas qu'il avait plu. Mais il y avait, le ciel avait été très noir pendant longtemps. Les amis, aidez-moi un peu là. Vous qui avez vécu à Yaoundé comme moi là, c'était le 5 février, non? 2017. C'est-à-dire que la finale de la CAN 2017 là. C'est-à-dire que la finale opposait le Cameroun et l'Égypte. Bon, elle dit que son mari était en train de jubiler la victoire des Lions. 2 buts à 1. Et que à 3 heures ou 4 heures du matin, donc dans la nuit du 5 au 6 février, donc c'est le 6 février en fait, que la major l'appelle pour lui dire que l'enfant qui est dans la couveuse, hein, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et elle dit que ce jour-là, il a plu des cordes. Bon, moi j'ai vécu à Yaoundé, hein, j'ai vécu à Yaoundé. À cette époque-là, il ne me souvient pas que le lendemain de cette victoire-là, il est plu. Donc, je me souviens pas, c'était un lundi. Et la finale, c'était joué un dimanche. Donc, c'était un lundi. La pluie, le lendemain, là, bon, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est pas ça le plus important. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'arrive, je vois l'enfant. C'est la première fois que je porte mon enfant. Je prends mon enfant comme ça, je porte parce que je voyais toujours mon enfant à travers les couveuses. On nous permettait pratiquement pas. Donc quand on portait les enfants, c'était juste pour la tétée. Et moi, comme je n'avais pas assez de lait, moi je tirais le lait et puis on nourrissait l'enfant. Donc c'est elle qui lavait l'enfant avec l'eau micellaire, les injections. Il y avait des injections qu'on payait chaque 2 jours, 14 000 pour injecter à l'enfant et tout. Donc, la première fois que j'ai porté mon enfant, pas pour des soins, mais porter mon enfant parce qu'une mère porte son enfant. C'était ce jour-là. On m'a donné l'enfant, j'ai porté l'enfant, je l'ai regardé. L'enfant avait les yeux fermés. J'ai eu tellement mal. J'ai remis l'enfant dans la couveuse. Quand je l'ai remis dans la couveuse, je l'ai couché parce qu'il avait la pompe. Comme on l'injectait, on avait même rasé sur la tête de coucher. L'enfant regardait sur le but. J'ai mis ma main dans, il y a un trou sur la couveuse. J'ai mis ma main à l'intérieur. L'enfant a arrêté mon doigt. Il a serré mon doigt. Il a serré mon doigt.
J'ai regardé l'enfant. Il s'est tourné, il a ouvert les yeux. Mon enfant m'a regardé. Cet enfant a eu la force de serrer mon doigt. Il m'a regardé. On me dit au revoir, maman. Mais je n'avais pas compris ça comme ça. Je l'ai laissé, je suis allée. Quand son père est arrivé, on a parlé. C'est là où son père et moi on décide de le baptiser. Parce que c'est comment on appelle ça en médecine. Je sais pas comment on appelle ça. Bref, ses probabilités de vie, je sais pas comment, si c'est comme ça que je l'ai dit, c'était déjà engagé. Et en termes, j'oublie un peu le terme. J'étais déjà engagé. Donc quand on décide de le faire baptiser, il appelle un prêtre qui est venu le baptiser. Je crois qu'il était 11 heures. Ou 10 heures, il est venu la baptiser. Quand il a fini de le baptiser, il est parti. Il m'a dit, bon, il rentre un peu, se changer, se débarbouiller un peu, il revient. Je dis, d'accord, je me suis couchée. Vraiment, c'est-à-dire que cette affaire, c'est... Je suis perdu, hein. C'est-à-dire que... Parce que pour moi, c'est hors du commun, tout ça. Voilà une femme qui dit que elle a subi la rupture de la poche des os. C'est-à-dire que de façon prématurée. Elle va à l'hôpital. Elle accouche. Parce que c'est vrai qu'au début, d'après son récit, bon, il n'était pas question de la faire accoucher au regard de ce que de ce qu'elle aurait vécu. Et puis je m'attendais à ce que elle soit couchée à l'hôpital. Mais la bonne dame nous dit que non. Elle pouvait rentrer à la maison et revenir juste pour faire téter l'enfant. Un enfant qui est dans la couveuse. On le fait téter. Ça, j'ai jamais entendu ça. Vraiment, je veux qu'on essaye un peu de confirmer si c'est possible. Et en plus de cela, elle nous dit que non, puisque le pronostic vital de l'enfant était engagé, le papa de l'enfant a fait venir un prêtre afin de baptiser l'enfant. Un enfant qui sort de couveuse, on le baptise. Bah, ça aussi, vraiment, j'avoue que je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vécu ça. Mais alors, jamais. Jamais. Voilà pourquoi ce récit me pose énormément de problèmes. Et autre chose, pour revenir au niveau de la réunion. Normalement, ce que je m'attendais à entendre de ce récit, c'est que j'étais à la réunion j'étais à la réunion et subitement, j'ai ressenti une rupture de la poche des os. Vous voyez un peu? Alors, j'ai été amené à l'hôpital par les membres de mon association avec lesquels j'étais en réunion. Et maintenant, c'est l'une des membres qui a sans doute alerté mon mari pour lui dire que voilà, votre épouse a eu ceci, voilà, il y a eu une rupture de la poche des os, il y a du liquide qui est en train de sortir au niveau entre ses cuisses, etc., etc. Voilà qui est logique. Voilà qui est logique. Or, on a comme le sentiment que, et je le répète encore, et cela est fort possible, que cette femme-là, elle est accouchée de façon tout à fait habituelle et normale. Maintenant, comme on l'a sans doute recrutée pour jouer un rôle, elle attribue maintenant, je sais pas moi, comme on l'a recrutée pour un scénario, on lui a attribué un rôle et maintenant elle fait tout pour adjoindre Bob Dadang le scénario. C'est comme ça que moi je comprends ça. Et même dans la relation qu'elle fait des faits, il y a toujours problème. Il y a problème. Il y a problème. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Quand il est revenu, on était assis là sur le banc. On causait. Après, on m'appelle.
l'agent m'appelle. Quand j'arrive en salle, je vois l'enfant emballé dans une serviette, dans sa serviette. L'enfant est emballé dans sa serviette. Je dis désolé, maman X, il n'a pas pu survivre comme je te disais, il est décédé. Il est décédé. Ok, la bonne dame nous dit que son bébé prématuré est décédé après avoir reçu son baptême. Nous sommes le 6 février, hein, le 6 février 2017. L'enfant était encore dans la couveuse. Pourtant, dans le témoignage écrit qu'elle a envoyé à l'activiste Nzumanto, elle dit que l'enfant est né le 17 janvier 2017 et qu'il a passé 2 semaines à la couveuse. Donc, il est mort après avoir passé 2 semaines à la couveuse. Sauf si j'ai mal compris, j'ai mal entendu. Ça veut dire que le bébé naît le 17 janvier 2017. Il passe 2 semaines à la couveuse. Ça veut dire au bas mot. Bon, sauf si on n'a pas mis le bébé à la couveuse directement. Mais, généralement, quand le bébé naît prématuré, il prend la direction de la couveuse. C'est-à-dire que ça n'attend pas. Donc, ça veut dire que s'il est né le 17 janvier 2017, ça veut dire 2 semaines après, là, ça veut dire le 31 janvier. Ça, c'était au niveau du témoignage écrit. Bon, maintenant, cette fois-ci, elle nous dit que l'enfant est décédé le 6 février. C'est-à-dire que, et à cette date-là, il se trouvait encore dans la couveuse. Ça, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bon, je peux comprendre qu'avec l'émotion, elle n'ait pas eu la notion des dates et tout. Mais ce récit me pose un énorme problème. Un énorme problème. On écoute la suite, mesdames et messieurs. On tire d'ailleurs vers la fin. Donc si Junior veut qu'il paye ces gens, qu'il aille là-bas pour payer, pour qu'on détruise les preuves. Mais les vrais journalistes, les vrais investigateurs, ce qu'ils devraient faire, c'est partir là-bas, se renseigner avant, parce que je suis sûr qu'il est capable de faire ça. Ou bien peut-être même l'hôpital de la caisse qui est incriminé aujourd'hui peut décider peut-être de vouloir détruire ces preuves-là. Non, madame. Non, non. Les vrais journalistes qui aimeraient enquêter sur ton affaire vont commencer par toi. Ok? Alors, puisque je m'intéresse à cette affaire, j'aimerais que tu me contactes à ce numéro WhatsApp. Plus 47 911 42 848. Je reprends. Plus 47 911 42 848. C'est mon numéro de téléphone. Alors, vous allez m'envoyer toute la documentation sur ce qui vous est arrivé, les examens qui vous ont été prescrits, les ordonnances, etc. Ce que vous avez eu à payer, les factures, les médicaments qui vous ont été prescrits. Vous m'envoyez votre dossier médical. Vous m'envoyez les captures d'écran de vos conversations avec Monsieur Bobda Hervé. Bref, vous m'apportez les éléments qui prouvent que vous avez une seule fois, au moins une seule fois dans votre vie, avoir eu quelque interaction que ce soit avec, ou quelque relation que ce soit avec Hervé Bobda. Donc, vous m'envoyez une trace écrite de cela. Là, je comprendrai vraiment que vous avez subi tout ce que vous avez subi au contact de cette personne-là. Oui. Donc, c'est ce que je vous demande. Donc, vous ne pouvez pas envoyer les journalistes aller à l'hôpital, non. C'est vous qui étiez malade, c'est vous qui avez accouché, c'est vous qui étiez à l'hôpital. Donc,
c'est à vous de nous en apporter les documents, les éléments de preuve. Voilà. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Allez-y. C'est là-bas. Et je suis sûre de retrouver, c'est le père de l'enfant qui a le carnet. Parce que s'ils détruisent même, nous on a le carnet. Et là, ça deviendra une autre affaire. Là, ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que nous on a le carnet et eux, ils n'ont plus le dossier. Là, ils vont nous expliquer ça. Pourquoi est-ce que nous on a le carnet et le dossier de cet enfant qui est dans leur hôpital et eux, ils n'ont plus le dossier là-bas. Donc, ils ne peuvent même pas s'engager à faire ça parce qu'on a encore le carnet de cet enfant. On a encore le carnet de cet enfant. Donc, l'enfant a fait 3 jours à la morgue. Les 2 familles ont cotisé. Attendez, venez un peu m'expliquer ça, pardon. Ça, je n'ai jamais entendu parler. Un bébé prématuré, il meurt, on met le corps à la morgue. Vous avez déjà entendu ça? On met le bébé prématuré qui meurt à la morgue. Je ne sais pas, hein, peut-être que je deviens subitement dingue. Je ne comprends plus rien. Un bébé prématuré qui était dans la couveuse, il meurt. On prend le corps, on met à la morgue. Ça a un sens. Ah, on continue, mesdames et messieurs. Je serai là. Je vais venir. Je vais témoigner de manière anonyme. Même s'il faut qu'on aille jusqu'au procès, je vais aller de manière anonyme. Je vais témoigner. Je ne sais pas où se trouve. J'ai vu un poste c'était des protections des droits de l'homme, un truc comme ça, je crois bien. Dans tous les cas, ceux qui voudront me contacter dans ce sens-là, je vais donner, parce que je demande à un numéro, je vais lui donner le numéro par lequel on peut me contacter le plus facilement, le plus rapidement. Ce sera à lui de faire le tri. Parce que je ne veux pas. Les gens peuvent passer par là pour essayer de me faire du mal. Madame, si vous êtes dans la vérité, pourquoi ne pas donner votre numéro de téléphone de manière à ce que les organismes de défense des droits humains, les journalistes comme moi, je sais pas moi, les activistes, hein, soit du Cameroun, soit de la diaspora, puissent vous contacter afin de vous interviewer, ou je sais pas moi, afin de recueillir vos éléments de preuve contre M. Bobda. Pourquoi, pour vous avoir, on est forcément obligé de passer par quelqu'un d'autre? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et c'est à la personne de décider de qui doit vous contacter et de qui ne peut pas vous contacter. Et vous pensez que cette personne-là qui est censée faire le tri sera à même de discerner celui qui pourrait vous faire du mal de celui qui pourrait ne pas le faire? Pensez-vous qu'il est à même de pouvoir faire ce distinguo-là? Bon, pour conclure cette chronique, mesdames et messieurs, je vais réitérer ce que j'ai dit pendant. Je vais dire ceci. Il y a 2 hypothèses qui me viennent dans la tête. Soit cette dame raconte des mensonges, soit elle a accouché normalement, c'est-à-dire que un accouchement, elle a accouché d'un prématuré, c'est-à-dire que c'est une femme qu'on a recrutée pour les besoins de la cause dans cette affaire Bobda, qui n'a rien à voir avec une histoire de meurtre, hein? Qui n'a absolument rien à voir avec une histoire de meurtre. C'est le prolongement de la bataille, de la bagarre, c'est-à-dire que des luttes de clans au sommet de l'État du Cameroun qui se déportent dans le milieu des affaires. L'affaire Hervé Bobda que vous voyez là. Et maintenant, dans ce sillage-là, on recrute des gens
à gauche et à droite à qui on prend des faux témoignages, on met dans la bouche et ils déversent ça sur les réseaux sociaux. Et je crains que la dame qui vient de témoigner là soit dans cette logique-là. Alors, soit on l'a donc recrutée pour les besoins de la cause, elle vient là, elle fait son one-man show, elle raconte ce qu'elle a eu à raconter. Et comme je l'ai dit, elle a peut-être accouché normalement, c'est-à-dire que dans les normes, c'est-à-dire que, quand je dis dans les normes, c'est que, bon, elle a accouché d'un prématuré. Bon, maintenant, dans ce qui lui est arrivé pendant son accouchement, c'est-à-dire que elle fait tout pour nom de Bobda, dedans. Voilà une autre hypothèse. La première hypothèse, c'est que tout ce qu'elle raconte là, c'est du pur mensonge. Des histoires inventées, un peu comme tous ces... La plupart de... C'est-à-dire que 95% de ces témoignages-là sont faux. Vous comprenez ce que je dis? C'est des histoires qui ont été inventées. Et on a balancé ça comme ça sur les réseaux sociaux dans le but de manipuler l'opinion nationale et internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'était donc ce que j'avais à dire par rapport à ce témoignage de la dame enceinte qui dit avoir été iolée par Hervé Bobda. Mesdames et messieurs, je vais revenir sur les dessous de l'affaire Hervé Bobda, sur les acteurs au sommet de l'État qui sont impliqués dans cette affaire, sur toute la manipulation tout autour. Ce sera dans le cadre de la prochaine édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à très bientôt pour une autre séance et sur ce thème-là. Allez, ciao, ciao.